Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Pour l'heure, l'Iran refuse l'offre de pourparlers américains. Les missiles, bien sûr, volent dans toutes les directions. Alors jusqu'à quand tous les belligérants, pourront-ils tenir 72 heures après l'agression israélo-américaine et la mort de l'ayatollah Khamenei? On parle déjà de bourbier pour l'oncle Sam, enfin pour Donald Trump, et en Europe, d'une envolée des prix du gaz. Alors pour en parler, je reçois Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote. Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour Edouard. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde, ravi de vous retrouver. Il y a eu un certain nombre de citations, on va quasiment les étudier une par une. Celle de Donald Trump en premier, je cite, cela prendra 4 semaines, a-t-il déclaré hier 2 mars. Il a ensuite affirmé au New York Post, je n'ai pas peur d'envoyer des troupes au sol. Il a aussi ajouté auprès de CNN que les frappes contre l'Iran n'avaient pas encore vraiment commencé. Bon, il y a un engrenage. Washington est-il totalement pris dedans, selon vous, Pierre-Yves Rougeron ? Moi, ce qui m'effraie, c'est que dans l'agenda de politique intérieure américain, s'est glissé un élément d'influence extérieure. Tout doit être remis à l'aune des midterms. Or, les sondages, et ce qui est tout à fait normal pour un président en exercice, sont pas flambants pour Donald Trump. Je rappelle que les midterms sont en novembre. Nous sommes en mars. Donc ça ne veut strictement rien dire à l'instant T. Surtout que Donald Trump a fait beaucoup. On dit que la brutalité de sa police lui a coûté cher alors qu'une partie des Américains la soutient et celle-là ne s'exprime pas. On dit que sa guerre tarifaire, qui a un impact de moyen et de long terme sur l'économie américaine, qui a tendance à être positif, mais c'est un impact structurant. Enfin, de très long terme, donc les Américains ne le sentent pas encore. C'est ça, voilà. C'est le problème, c'est que quand on vous a volé les industries, quand on les a laissés partir, il faut les repayer. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, et on se réindustrialise pas, et on s'industrialise pas en économie ouverte. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Donc, on peut dire que Donald Trump fait ce qu'il peut. C'est quand même l'un des présidents du monde occidental qui mouille le plus le maillot. Mais sa fragilité aux midterms fait que chaque élément de sa coalition devient, pour se maintenir, devient un créancier potentiel, au plus offrant. Et je pense que nos amis israéliens en ont profité. Nous savons par exemple que Benjamin Netanyahu a passé toute une partie du mois de décembre et début du mois de janvier aux États-Unis pour faire des rencontres multiples. Et je ne suis pas certain qu'il ait perdu son temps. L'influence de l'État israélien sur les chrétiens sionistes, qui sont une part non négligeable du public évangélique sur lequel compte Donald Trump, a pu jouer. C'est-à-dire que quand les Israéliens qui ont déjà pris, une demi-défaite face aux Iraniens récemment, ont voulu remettre le couvert, l'Amérique s'est laissée entraîner dedans. Vous parlez déjà en juin. Bien sûr. Juin dernier. Et l'Amérique s'était interposée à l'époque. Là, elle a précédé pour éviter que Israël reprenne les mêmes problèmes, parce que l'Iran n'a pas baissé de puissance depuis juin. Et Israël est un État puissant, mais Israël n'a pas multiplié sa puissance depuis juin. Elle a des problèmes balistiques, elle a des problèmes de stock, etc. Bon. Les Américains ont précédé les Israéliens, à la fois pour leur éviter des déconvenus qui auraient entraîné une intervention américaine plus tardive et plus coûteuse, je pense, de l'avis d'une partie de l'entourage de Donald Trump. Ça permet de contenter une partie de la base MAGA en espérant pouvoir se faire un pas de côté rapide pour éviter de fracturer l'autre part de la base MAGA qui, elle, ne veut pas en entendre parler et qui est incarnée en premier par le vice-président Vance qui a fait connaître son désaccord. Donald Trump est sur un fil et je crains qu'à la fin, celui qui est pour l'instant le grand gagnant de cette situation qu'est le Premier ministre israélien ait fragilisé un des avantages structurels de l'État hébreu qui est la confiance du public américain et de l'opinion publique américaine pour Israël.
Alors, ce qui est amusant, ou pas du tout d'ailleurs, les grands ministres de Donald Trump ont évoqué ce que vous dites, l'ont d'ailleurs admis. Alors je vous propose, pour que tout soit clair, d'écouter le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, et ensuite Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine, qui a aussi admis quelque chose d'absolument décisif. Écoutons-les l'un après l'autre. La menace était absolument imminente. Nous savions que si l'Iran était attaqué, et nous pensions qu'il le serait, même par un tiers, nous serions immédiatement pris pour cible. Nous n'allions pas rester les bras croisés et encaisser un coup avant de réagir. Le département de la guerre a estimé que si nous attendions qu'ils nous frappent en premier après avoir été attaqués par un tiers, Israël les a attaqués et nous avons attendu qu'ils nous frappent en retour, nous subirions davantage de pertes humaines. Nous avons donc agi de manière proactive et défensive pour les empêcher de causer davantage de dégâts. Bon, alors, acceptez-vous en fait cette justification américaine d'agir de manière proactive, défensive, pour éviter en fait un conflit qu'il ne maîtriserait pas. Marco Rubio explicitement, comme vous, a évoqué l'État hébreu. C'est ce que je vous disais. La seule chose, c'est que là, l'Amérique ne joue pas sur son propre agenda. Et c'est ça qui va être problématique pour la puissance américaine. Revoyons l'échiquier. L'échiquier est simple. L'Iran, il y a un intérêt américain sur l'Iran. Quel est cet intérêt ? Que l'Iran soit un pays pro-occidental au Moyen-Orient et pro-américain au Moyen-Orient, permettant non pas de mettre sous pression, personne ne mettra la Chine sous pression dans ses approvisionnements, mais au moins de mettre des balises énergétiques un peu partout. Je vous l'ai toujours dit sur la politique de Donald Trump et mon camarade David Techer également, l'auteur de Vers les États des Unis. C'est le cas du Groenland, c'était le cas du Venezuela et c'est le cas de l'Iran. Ça s'obtient par un accord. C'est ça l'intérêt de l'Amérique. L'intérêt des Israéliens, en tout cas de la majorité actuelle du cabinet israélien, c'est de contenter une obsession iranienne qui date de plusieurs décennies, c'est-à-dire que l'Iran ne doit pas se doter de la bombe, non pas parce qu'elle vitrifierait Israël, ce qui est un scénario ridicule. L'Iran serait vitrifié dans la seconde. Ils sont pas, si vous voulez, c'est quand même la Grande Perse. Enfin, c'est pas des débiles. C'est surtout que en plus leur bombe, moi je l'ai toujours soutenu, sert contre des puissances sunnites. En tout cas, elle a été pensée contre des puissances sunnites. Et aujourd'hui, les rapports se sont calmés. Mais surtout, l'Iran veut une souveraineté technologique. Et c'est ça qui gêne beaucoup nos amis israéliens, pardonnez-moi, et malheureusement, cette obsession de maintenir l'Iran en dehors du jeu, au lieu de le réintégrer aux conditions occidentales dans le jeu moyen-oriental, va finir par nous jouer des tours. Alors l'Amérique, nous l'évoquons, est donc entraînée dans cet engrenage. Ils essaient de justifier cette intervention qui, à bien des égards, est quand même relativement injustifiable. Pete Hegseth, je l'ai déjà évoqué, mais Pete Hegseth, donc le secrétaire américain à la guerre, a évoqué les objectifs américains pour essayer, encore une fois, de rassurer l'opinion. Alors là aussi, je vous propose de l'écouter. Aux médias et à la gauche politique qui crient à la guerre sans fin, arrêtez, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas sans fin, j'y étais à l'époque. Notre génération est plus avisée et cet homme clairvoyant l'est tout autant. Il a qualifié les 20 dernières années de construction nationale de stupides, et il a raison, c'est tout le contraire. Cette opération est une mission claire, décisive et dévastatrice. Anéantir la menace des missiles, détruire la marine et surtout pas d'armes nucléaires. No nukes. Pour les Américains, l'Iran est un État terroriste depuis longtemps. Quand on écoute les dignitaires américains, évidemment, ils invoquent cette histoire depuis 1979. Ils ne veulent pas de changement de régime, mais ils veulent que le régime change. Vous y croyez à ces objectifs de guerre ? Alors, là, nous arrivons à la limite de ce que peuvent les assassinats ciblés. Rappelez-vous, nous avions dit il y a bien longtemps que la modération, la relativisation de la puissance militaire américaine, la relativisation, ça veut dire quoi ? À un moment, soit on connaît les dossiers, soit on ne les connaît pas.
comment l'Amérique pense elle-même sa puissance militaire. Madeleine Albright, qui était bien placée pour le savoir, disait « L'Amérique a les moyens de faire 3 guerres simultanées. C'est ça, la puissance militaire américaine. Cette puissance n'existe plus. C'est-à-dire que l'Amérique n'a plus les moyens de faire des guerres lourdes, simultanées. Ce qui veut tout de même dire que c'est un État puissant. Personne n'a glosé sur la fin de la puissance américaine comme un bouton électrique. La seule chose, c'est que l'Amérique, ne pouvant, pour des raisons souvent intérieures, refaire des guerres inutiles, telles que l'était la guerre d'Irak, elle est passée, entre autres, aux assassinats ciblés. Or, le problème des assassinats ciblés, c'est que vous analysez votre adversaire comme si c'était l'image que vous avez d'une tribu de Cheyenne ou d'une tribu de Peau-Rouge. Vous tuez le chef, des bandades, vous arrivez, vous mettez les pieds sur la table. L'Iran a une constitution, le Venezuela a une constitution. Le Venezuela s'est effondré là ? Toujours pas ? Bon, il est quand même un peu vassalisé ou asservi. Est-ce qu'il s'est effondré ? Bon, je ne vais pas vous contredire. Non. Or, ça peut servir, dans un second temps, à faire un accord avec les gens. Un accord plus ou moins léonin. Je vous l'accorde bien volontiers. La seule chose, c'est que ils ne se sont pas effondrés parce qu'ils ont créé des États. Là, par exemple, tuer l'ayatollah Khamenei, 84 ans, dans sa propre résidence où il a demandé à rester, ce qui fait dire d'ailleurs à beaucoup de spécialistes du chiisme qu'il a prêté le flanc au fait d'être tué, pour pouvoir justement solidifier l'opinion iranienne, et donc, qu'en voulant affaiblir la République islamique, nous l'avons renforcée, alors que la société iranienne est en train de la boire comme un buvard boit l'encre. C'est-à-dire là, on a donné aux ayatollahs, peut-être, quelque temps de plus de pouvoir. Alors que la société iranienne est en train de s'en débarrasser. Moi, je veux bien que ce soit une république islamique violente et virulente, mais une république islamique violente et virulente, où 60% des étudiants sont des étudiantes, et plus de 50% du corps des toubibs, c'est des femmes, ah ben, je suis désolé, d'un point de vue... là, pour le coup, c'est pas très haram tout ça, hein. Enfin, c'est pas très halal tout ça. Voyez les talibans pas loin, ils ont réussi à faire quelque chose de plus haut standing à ce niveau-là. La société iranienne est en train d'avaler la révolution de 79. Khomeini est mort et maintenant Khamenei est mort. Ce n'est plus le même Iran. En faire le grand Satan parce qu'on n'a toujours pas digéré d'avoir eu un problème d'ambassade qui a permis au passage de faire un gentil film Argo des années après, cette page-là est tournée. La seule chose, c'est que l'Iran veut un accord. Elle le cherche depuis des années, elle ne veut pas une humiliation. Et tout était prêt pour que l'Amérique le signe. Le rapprochement, l'Amérique avait eu la chance de pouvoir profiter du rapprochement saoudo-iranien inespéré, permis par la diplomatie chinoise. Ça, plus le processus d'Abraham, vous auriez pu aplanir, pas régler, mais aplanir une partie de la méfiance anti-chiite de la rue arabe, et à terme arriver sur l'épineuse question de la normalisation des rapports avec l'État hébreu. La seule chose, c'est que pour cela, encore faudrait-il vouloir la normalisation avec les Iraniens. Eux sont allés très loin là-dedans. Mon ami Morgan Lotz, dans le Perspective Libre qui sort en ce moment géopolitique, revient sur l'accord entre les Européens et les Iraniens, et le rôle de la France particulièrement. Or, ce qui est problématique, c'est que nous avons tous flingué nos intérêts pour traquer un ennemi de plus en plus imaginaire qui est la République islamique, enfin qui est le chiisme terroriste. Vous vous rappelez, Édouard, de l'arc chiite qui devait faire frémir et brûler tout ce qui vit depuis le nord du Pakistan jusqu'au champ pétrolifère de Dharan. Est-ce que l'Iran est arrivé à faire ça ? Non. Est-ce qu'elle l'a essayé ? Non. Rappelez-vous quand on disait que le Hezbollah est une sorte d'armée invisible qui était partout en Orient. Tout ceci, c'est de la foutaise de services de renseignement qui ont pris une menace ubiquitaire alors que cette menace a été gonflée. On s'est mis à croire à nos peurs au lieu de regarder un pays qui se modernise, qui a de très gros problèmes internes.
Vous voyez la question de la toxicomanie interne en Iran, vous voyez les questions économiques internes. Là, par exemple, les derniers mouvements sont des mouvements sur le niveau de vie qui justement s'effondre en Iran pour des raisons internes. Or, et de sanctions. Et plus le problème des sanctions. Mais ces sanctions, à la fin, à qui ont-elles coûté? Au peuple iranien et à nous. Beau bilan. Vous voyez, nous multiplions les bêtises sur l'Iran. Résultat, nous les poussons de plus en plus vers des axes multipolaires juste parce qu'ils y sont les bienvenus. Aïe, quand vous poussez quelqu'un vers quelqu'un, à un moment... devenu membre des BRICS. Bah oui, bah ça, si vous voulez, c'est un problème de physique. Quand vous poussez quelqu'un vers les autres, il va vers les autres. Donc, non mais, c'est un moment... on veut des capitulations sans condition de pays qui, objectivement, ont les moyens juste de vouloir quoi? Sanctuariser leur territoire. Je vais vous donner un exemple simple. D'accord, ok, là on dit, ils n'ont pas le droit. Ok, donc, ils n'ont pas le droit d'avoir une bombe parce qu'on pourrait les accuser de vouloir se battre avec un pays qui est Israël, qui lui a obtenu légalement la bombe. Grâce à nous. Ok. D'accord. Enfin, ça, en 1950, tant que vous voulez. En 1970, tant que vous voulez. En 1990, ça commençait déjà à couiner comme explication. En 2020, c'est intenable. C'est intenable. Alors Pierre-Yves Rougeon, vous commencez à inverser la perspective, à essayer de nous faire comprendre le point de vue iranien. Alors je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères de Téhéran, Abbas Araghchi. D'ailleurs, c'est un entretien assez surréaliste puisqu'il a répondu dimanche à une chaîne américaine, à ABC News, alors qu'évidemment les bombes américaines pleuvaient sur Téhéran. Je vous propose de l'écouter. Nous avons perdu des commandants, c'est un fait. Leurs noms ont déjà été annoncés. Mais un autre fait est que rien n'a changé dans nos capacités militaires. C'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois. Vous vous souvenez, en juin, de l'attaque israélienne. Ils ont tué certains de nos plus hauts commandants au début des frappes, mais ils ont été rapidement remplacés et en moins de 12 heures, nous étions en mesure de riposter. Cette fois-ci, c'était encore plus rapide. En moins de 2 heures, nous avons commencé à riposter en attaquant des cibles israéliennes et des bases américaines dans la région. Et nous continuons sur cette lancée. Nos forces armées sont donc en place. J'aimerais évoquer un peu l'aspect militaire, enfin balistique d'ailleurs, qui est au cœur de cette guerre et qui est au cœur des négociations avant cela entre Washington, Téhéran et bien sûr avec Israël en arrière-plan. Nous sommes de nouveau, comme en juin dernier, dans un scénario de guerre d'usure, mais à vitesse de missiles balistiques évidemment. Okay. Tout se joue sur les stocks. L'Iran aurait tiré dans les 48 premières heures environ 450 missiles, 850 drones selon certaines estimations, plus depuis. Mais Israël et les États-Unis tirent en retour évidemment des intercepteurs, 3, 4, peut-être même plus quelquefois, pour essayer d'abattre des projectiles iraniens. Au prix de l'intercepteur. Au prix d'un intercepteur et avec un succès très relatif. À ce rythme-là, vraiment, imaginez-vous une capitulation iranienne ou un assèchement occidental. Enfin, par occidental, je veux dire américano-israélien. Alors, américain, ce serait très présomptueux. Israélien, beaucoup plus crédible. De la part des Iraniens, eux, ils sont dans une dissuasion en faible fort. C'est-à-dire qu'eux, ils envoient du matériel infiniment moins coûteux et en nombre. Et en nombre, c'est statistique, il y en a qui va passer. C'est aussi simple que ça. Et au milieu, il envoie de la grosse artillerie, à échelle homéopathique, parce qu'il la garde pour pouvoir, au cas où, soutenir une intensité plus grande pour défendre son territoire. Donc, au milieu de toute la piétaille, des drones, etc., il peut envoyer un gros matos, si vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez. Mais ils vont pas user de leur capacité balistique d'un coup, parce qu'ils les gardent au cas où, justement, l'escalade entrerait dans une zone non maîtrisable. Ensuite, ils ne font que user les défenses israéliennes et une partie de la défense américaine en usant de matériel relativement peu coûteux. Donc oui, théoriquement, ils peuvent durer un peu plus longtemps. Ensuite, je me permets de revenir sur un point, Édouard. Moi, j'essaye d'expliquer
la vision de l'Iran pour une seule raison, qui n'est absolument pas la sympathie, qui est que je suis fatigué de nous voir, nous Français particulièrement, vendre nos intérêts, détruire nos intérêts, qui sont à peu près la seule chose qui m'intéresse profondément, pour des visions géopolitiques datées, pour des ennemis qui n'en sont pas, sachant que, au passage, nous dansons, nous dansons la gigue pour des gens qui, eux, se comportent comme des ennemis. Je veux dire, moi, c'est surtout ça qui me gêne. C'est à un moment, l'obsession iranienne a-t-elle coûté à la France ? La réponse économique est oui, la réponse diplomatique est oui, et à un moment, il faut arrêter cette obsession de dire est-ce que l'Iran va reprendre les grandes vagues d'attentats ? Je rappelle que depuis les réseaux Kelkal, milieu des années 90, il n'y a pas eu un chiite qui a frappé en France sur le compte de l'Iran. Les attentats pro-iraniens en France, c'était il y a près de 40 ans. Donc à un moment, j'oublie pas le Drakkar, etc., mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'à un moment, on ne peut pas, si vous voulez, combattre l'Iran pour lui faire payer Khomeini. Ce n'est plus le même pays. Il y a des pays qui ne changent malheureusement pas de masque. On en connaît quelques-uns. Mais l'Iran n'en fait pas partie. Ce n'est plus du tout le même pays. Et depuis un long moment. Alors comment jugez-vous exactement les propos, la ligne adoptée par Paris, qui est évidemment de défendre les partenaires du Golfe ? Jean-Noël Barrot a dénoncé les ripostes iraniennes sur donc, les voisins de l'Iran. Paris s'est dit prêt à participer à leur défense. Bien avec sûr, quoi ? ni Emmanuel Macron, ni Friedrich Merz, ni Ursula von der Leyen n'ont dénoncé, je cite, la guerre d'agression israélo-américaine. Tout en admettant évidemment que nous allons en subir, comme vous dites, les coûts, les impacts sur l'énergie, les transports, l'immigration, mais prenez un exemple, la sécurité. Bien sûr. Alors moi je veux bien qu'on justifie tout par n'importe quoi. Mais vous pouvez faire du mal à toute la marine iranienne que vous voulez. Je renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure. Hein. On va détruire leur marine. Vous ne pouvez pas détruire leur marine. Parce que même avec des bateaux civils que vous faites couler, vous flinguez le détroit d'Ormuz. C'est tout petit, le détroit d'Ormuz. Bon, pour l'instant, il est bloqué. Bah oui, mais c'est pas difficile à faire. Et donc, il représente évidemment, on le rappelle, 20% du GNL mondial, 20% de la consommation de pétrole. Les Européens ont pris combien là ? Ils ont pris, si mes souvenirs sont bons, ils ont pris 35%. Nous sommes d'accord ? Presque 40. Oui. Ouais. Bravo. Joli bilan. Ensuite, si jamais il y a une guerre civile ethnico-religieuse, si jamais il y a une déstabilisation durable, vous allez prendre une jolie vague migratoire. Ça tombe bien. On va refaire Téhéran-sur-Seine, hein, dans le 15e arrondissement. Je vous rappelle qu'il y a un quartier iranien qui est principalement contrôlé dans le 15e, ce qu'on appelait Téhéran-sur-Seine. Eh bien, pourquoi pas, on va en voir revenir. Vous êtes si impatient de ça, de prendre une nouvelle vague ? Non, bien sûr. La question est, il y a quand même une incitation très forte qui peut être utilisée par Donald Trump, par Netanyahou, pour impliquer davantage les Européens et donc les Français, pour régler le problème le plus vite possible. Et qui ne demande que ça en plus. Est-ce que Paris et Berlin pourraient être Berlin poussé. Alors Berlin qui fasse ce qu'ils ont à faire, vu qu'ils ont quand même la plus lourde communauté iranienne d'Europe de l'Ouest. Hein. Donc qu'ils se débrouillent. Nous, notre intérêt en tout cas, c'est de ne pas suivre cette folie. Ça fait longtemps qu'une main aurait dû être tendue à l'Iran. Parce que là, voyez la sagesse des pays du Golfe, voyez les communiqués, même des Émirats et de l'Arabie Saoudite. Vous voyez que les communiqués disent « nous laissons le choix d'agir », mais ils ne parlent pas d'ennemis, ce sont des communiqués très calmes, parce que une partie même des pays du Golfe savent que ce règlement de compte peut se retourner contre eux. Alors qu'ils auraient pu jouer l'antichéisme à mort. Ce qu'ils ont joué pour beaucoup d'entre eux pendant des décennies, ce qui est le cas de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, je trouve leur position beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sage. Parce qu'ils veulent se normaliser, ils veulent une paix régionale par le commerce et avoir de bons rapports avec la totalité des mondes. Vous voyez le rôle aujourd'hui, le rôle d'interface que jouent les Émirats, par exemple. Qu'aurait pu jouer le Liban, mais surtout que jouent les Émirats.
si vous voulez, il ne pense plus qu'il faille choisir un camp. Voilà. Et d'ailleurs, voyez, été écartelé pendant quelques semaines entre la pression de Netanyahou et celle de ses alliés du Golfe. Et voyez d'ailleurs, le fait de frapper les bases était logique d'un point de vue iranien, parce que là, dans une partie des élites arabes, qu'est-ce qui va être le déclic ? Ces bases étaient là pourquoi ? Nous protéger ? Elles ont fait de nous des cibles. Alors, résultat, ils vont s'autonomiser eux-mêmes d'un point de vue militaire, ce qui est très bien, c'est-à-dire qu'ils vont enfin devenir de vrais États, ça va être en plus très bien pour le complexe militaire-industriel français, et ils vont jouer leur propre carte, ce qui peut faire un Moyen-Orient plus pacifié. Ça ne sert à rien de monter en épingle des haines recuites juste pour obtenir une capitulation sans condition. Nous pourrions accompagner l'Iran vers un retour vers l'Occident, que d'ailleurs une large partie de la population iranienne ne fait que demander. Nous renforçons nos propres ennemis avec une persévérance dans la bêtise qui force le respect. On évoque très peu, en réalité, la Chine, quelquefois, quand on pense au détroit d'Ormuz, sur les conséquences, évidemment, sur la consommation, sur la machine industrielle chinoise. On évoque aussi très peu la Russie, qui est un allié historique de Téhéran, mais Bien qui, sûr. indirectement, objectivement, pourrait bénéficier de la guerre, puisqu'évidemment, elle est aussi exploitatrice de brut. Oui. Vous pensez que les deux, la Chine et la Russie, restent à ce point en retrait ? Alors, comme disait, c'est une phrase que j'aime beaucoup, que je cite à intervalles réguliers de Philippe de Villiers, c'est à la fin de la foire qu'on comptera les bouses. Je pense que Russes et Chinois vont donner du soutien logistique, conseiller militaire, etc. à Téhéran, ça c'est tout à fait possible. Ils n'iront pas plus loin. Pour une seule raison. La Russie, ça lui profite objectivement. Il ne faut pas oublier que nous nous sommes tués à le dire, vous m'avez déjà entendu dire ça à ce micro, je le redis, c'est nous qui avons un défaut de parallaxe sur ce que sont les BRICS. Les BRICS ne sont pas l'alliance du reste contre l'Ouest. C'est faux. Ça n'a jamais été ça. Les BRICS, c'est juste des alliances de gens qui s'aiment, non, se respectent, basiquement parce que ce sont des alliances interétatiques, c'est-à-dire ce que nous devrions faire. Nous, on met des sentiments dans tout. On est femelle à ce niveau-là. Non, mais c'est vrai, on met des sentiments dans tout, Édouard. Nous hystérisons des questions internationales qui sont des questions d'intérêt. La Chine sait très bien qu'elle est visée. Mais elle sait aussi très bien qu'un pays de 90 millions d'habitants, dont je vous rappelle entre le quart et le tiers est marécageux, n'est pas attaquable au sol. L'armée américaine ne le peut pas, tout simplement parce que occuper un pays, ça demande un certain nombre d'hommes par rapport à la population. Alors, c'est de la physique. Le média russe Rybar évoquait hier, c'était assez crédible, une intervention au sol, mais limitée à la région du détroit d'Ormuz, justement, donc une opération commando, coup de poing, pour libérer le détroit d'Ormuz. Pas totalement inenvisageable. Non, c'est pas impossible. Le problème, c'est que ça, c'est de la tactique. À un moment, si on veut que l'Occident se redresse, il va falloir faire la différence entre tactique et stratégie. Tuer un vieux monsieur dans sa maison, sincèrement, c'est pas Coubertin, mais deuxièmement, ce n'est qu'un coup tactique. Parce que vous les prenez pour des Indiens, vous croyez que vous avez tué le chef, donc la tribu va débander, la tribu n'a pas débandé, vous avez échoué. D'accord, eh bien, tuer Ramenei, c'est pas très Coubertin, ce sera le mot de la fin. Pierre-Yves Rougeron, merci beaucoup pour votre présence dans Choc du Monde, nous sommes ravis de vous recevoir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Surtout, n'oubliez pas de le commenter, de le partager et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à TVL, de vous abonner. Merci à tous et bonne soirée.